Merci beaucoup. Bon, étant donné que mon co-speaker, il est pas là, je vais faire une petite dédicace à mes enfants. Coucou les amours. Voilà. Et du coup, je vous propose qu'on commence. Bonjour à tous. On va... Ton micro, il marche pas du tout, j'ai l'impression. Vas-y, balance. Bonjour. Pourquoi t'es en retard? Parce que je discutais avec un développeur qui avait un problème en fait. Il avait besoin de choisir une base de données, il savait pas quoi faire. Ok, tu lui as dit quoi? Faire un ADR. Il sait ce que c'est? Non. Ah, vous allez en discuter un moment ou... Pourquoi on va en discuter? Je sais pas, peut-être l'aider, l'accompagner. Il y a Internet, hein, et puis du chat GPT. Ok, c'est pas grave. Puis de toute façon, moi ce que je veux, c'est quoi? C'est qu'il écrive son truc. J'ai pas envie de le lire. Ok, bon, on va en reparler après. Je te propose qu'on se présente. Ok. Bonjour à tous, moi c'est Logan. Je me qualifie comme étant craft agnostique, aussi bien dans le logiciel que dans le bois. Et je suis architecte logiciel et solutions chez Zenica. Bonjour, moi c'est Nicolas Delceau, je suis directeur technique de Zenica et architecte solution depuis un moment. Est-ce que vous connaissez Zenica? Ok, ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller voir les gens qui ont des t-shirts rouges, on est sympa, on essaie d'être une boîte intéressante et on recrute. Là, aujourd'hui, on va vous parler des ADR, les Architecture Decision Record. Vous savez ce que c'est, les ADR? En fait, c'est un document, donc Martin Fowler fait partie des gens qui en ont bien parlé. C'est un document qui permet à un développeur de définir une architecture. D'accord? On le rédige dans son coin, on n'en parle pas aux gens. Une fois qu'on l'a écrit, on le passe à son équipe et on fait comme Jeff Bezos chez Amazon, on dit voilà, c'est la décision, vous la lisez et à la fin, on l'applique comme des militaires. Salut, au revoir. Ça a l'air bien, non? Ouais. Qui trouve ça sexy? Enfin, non, moi je lève pas la main. Ok. Qui est-ce qui voudrait en faire? Il n'y a vraiment pas grand monde qui a envie d'en faire. Si, j'ai vu une main là. C'est bien. Courage, force et honneur. Autre question, tiens. Qui est réticent ou rencontre de la réticence à mettre en place les ADR dans les équipes? 1, 2, 3, 4, 5. Bon, une bonne vingtaine hein, finalement. On va essayer de vous aider. Oui, on va essayer de les aider. En fait, vous avez bien vu, hein, à la fois par ce que j'ai dit, par le petit sketch, et par ce qu'on a montré du site de Martin Fowler, ça fait pas rêver, quoi. C'est vraiment... c'est pénible, c'est fatigant. Ouais. Clairement, les équipes, elles font face à une ADR fatigue. Il y a la JavaScript fatigue, mais il y a aussi les ADR fatigue, je vous jure. Je vous propose qu'on prenne un peu de recul. Non, je vais pas te la faire, cette blague, t'inquiète. En fait, ça, c'est des... Pourquoi est-ce qu'on demande aux gens de mettre en pratique, d'adopter la pratique d'ADR? Ça, c'est une liste un petit peu de phrases que vous avez peut-être déjà entendues, hein, tout tracé pour plus tard, faciliter l'onboarding, finalement justifier des choix qu'on aurait fait dans une équipe auprès des architectes ou de la hiérarchie, mesurer la maturité d'une équipe en architecture. Quand on est architecte, on veut savoir s'ils mettent en place les bonnes pratiques d'architecture, valider les choix techniques avant même de les mettre en place, créer une source unique de vérité, bref. Vous avez sûrement déjà entendu l'une ou plusieurs de ces propositions, justification, explication, ce que vous voulez. Et ça fait que généralement, en fait, les équipes, elles vont essayer une fois, deux fois, puis elles vont s'arrêter parce que ça va être infernal. Effectivement, il y a un abandon assez rapide. C'est plutôt pénible hein, finalement. On en vient à devoir en écrire alors que dans certaines situations, on sent que c'est clairement surfait, donc c'est un peu saoulant. Il n'y a personne qui les relit, hein, tu l'as dit encore tout à l'heure. On fait ça en autonomie, c'est pas stimulant, on discute avec personne. Donc finalement, ça devient de la bureaucratie presque pure. Et c'est devenu un objectif en soi. Un peu la loi, pensez à la loi de Goodhart. Bref, ça donne pas envie. Ça donne pas envie, dans tous les cas. Donc, en fait, finalement, un ADR, plus qu'un document qui trace les décisions, en fait, il capture juste le processus de décision d'architecture structurante. Okay. Une fois qu'on se dit ça, il y a plusieurs mots qui peuvent poser question là-dedans, comme le terme architecture, ça peut être un peu flou. En fonction de chaque personne, il va avoir peut-être une définition un peu différente de ce que c'est qu'une architecture. Ouais, puis enfin, tu dis l'architecture, c'est peut-être un peu flou, mais processus de décision et structurant, c'est aussi, on est dans le brouillard. Hein. C'est pas faux. Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va essayer de vous proposer deux modèles de réflexion autour de l'architecture et des décisions qui vont vous aider à comprendre dans quel cas c'est utile de faire des ADR. D'abord, en ce qui concerne l'architecture,
un modèle que j'ai découvert il y a quelque temps, c'est le modèle ACED qui a été créé par Jackie Reed, qui est une architecte britannique. Le but de ce modèle, c'est de séparer les questions et les réponses quand il s'agit de développer un système informatique. Les questions, elles sont de deux types. Il y a le pourquoi et le comment. Et le périmètre dans lequel ça se fait, il est aussi de deux types. Il y a un pourquoi fonctionnel et un pourquoi technique. D'accord ? Donc, le contexte de votre entreprise, c'est le pourquoi fonctionnel. Pourquoi votre entreprise existe ? Il y a une fonction. Ce pourquoi fonctionnel va avec un comment fonctionnel. Et ça, c'est le design. Alors, quand je dis design, je ne parle pas de CSS, même si c'est intéressant. Je parle du design des business process jusqu'au design des CSS. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans les entreprises avec des gens qu'on appelle parfois des architectes fonctionnels. D'accord ? Des gens qui sont là pour forger les process métiers. Une fois qu'on a ça, on s'intéresse aux éléments techniques. L'architecture va définir le pourquoi on fait les choses techniquement. Et l'engineering va répondre à la question de comment on fait les choses techniquement. Cette distinction entre architecture et engineering, souvent, elle est assez floue, et on va essayer de la clarifier parce que nous-mêmes, on vient de l'engineering. À la base, on est des développeurs, on l'a dit, et donc on a tendance à mélanger les deux questions assez facilement. Le modèle ACED continue de détailler ces éléments en précisant bien ce que sont l'architecture et l'engineering. L'architecture répond au pourquoi de plusieurs façons. Il répond d'abord au pourquoi en s'intéressant au mode d'organisation de votre système informatique. C'est là où on va trouver tous les diagrammes à base de boîtes et de flèches. D'accord ? C4, UML, ce que vous voulez, ça rentre dans cette catégorie-là. Et dans le pourquoi, il y a aussi l'ensemble des décisions relatives aux capacités techniques de votre produit. Il ne s'agit pas tant de dire on va prendre cette base de données-là, on va prendre cette base de données-là. Ce n'est pas vraiment une décision d'architecture en fait. La décision d'architecture, c'est on va prendre une base de données qui correspond à ses contraintes et à ses capacités techniques. D'accord ? C'est-à-dire que choisir une base de données, en vrai, choisir entre Mongo ou enfin non, plus entre Postgre et MySQL, c'est pas vraiment une question d'architecture vue de haut. Ok ? Si on continue sur le modèle ACED, les différents éléments, ils s'articulent d'une manière qui est assez, même si le schéma a l'air un tout petit peu compliqué, c'est finalement assez clair. Le contexte, c'est la cause de l'ensemble de vos exigences techniques et fonctionnelles. D'accord ? Le contexte, c'est la cause qui va créer comme effet des business process. À partir de ces business process, vous avez un comment on fait les choses fonctionnellement, et à partir de ce comment on fait les choses fonctionnellement, vous allez vous poser la question de pourquoi on fait les choses techniquement. C'est le lien que vous voyez, enfin c'est la colonne là, entre le design et l'architecture. L'architecture au niveau des business process, c'est les trucs qu'on va trouver avec des gens qui disent architectes d'entreprise, même si le terme est extrêmement flou. Les architectes techniques, logiciels plutôt, pardon, ils vont, à partir d'un process métier, aller détailler les systèmes et les sous-systèmes qui vont y aller, d'accord ? Qui vont permettre la réalisation du geste métier. Et ça, on voit bien la manière dont on va descendre de l'architecture de l'entreprise pour arriver à l'architecture du système. Vous voyez que le système ici, hein, on pourrait quasiment prendre le modèle C4 et dire on a le système et on a les conteneurs. On va descendre peu à peu, d'abord au niveau des systèmes, puis au niveau des conteneurs, puis au niveau des composants. Et en fait, tout ça, pour l'instant, c'est extrêmement descendant. Mais si vous regardez bien, tout en bas à droite, là, l'engineering a aussi la capacité à solliciter des décisions d'architecture. Et ça, c'est vraiment ce côté où l'architecte arrive, propose une solution à une équipe de développement, et l'équipe de développement dit pas sûr que ça marche. Ouais, c'est un peu comme quand je suis dev et qu'on me demande de mettre en place Kafka et que finalement, c'est pas possible. Il me faut du synchrone de toute façon. Exactement. C'est exactement ce genre de situation où les développeurs vont dire votre décision d'architecture, elle est contestable. Ok. Maintenant qu'on sait évaluer si une décision elle porte sur de l'architecture, hein, donc le A de ADR, je vous propose qu'on utilise le deuxième modèle, ou en tout cas qu'on s'y intéresse, pour répondre à la question est-ce qu'il est vraiment utile d'écrire un ADR ? Ce deuxième modèle, c'est le framework Cynefin. Pour la vélotypie, ça s'écrit Cynefin, mais ça se dit Cynefin. C'est un terme gallois qui veut dire habitat. Le framework, il a été créé par Dave Snowden et Mary Boone, un petit peu avant 2000. Et l'objectif de ce framework, en fait, c'est d'aider à la prise de décision. Donc,
que ce soit managérial ou finalement technique. Ce framework, il se découpe en 5 domaines. Hein, il y a un domaine au milieu qui s'appelle le désordre. Le premier domaine, c'est le domaine simple, ce qu'on appelle le domaine des connus. Les relations de cause à effet, elles sont visibles, anticipables et stables. Vous rentrez dans une pièce, il y a un interrupteur, vous savez très bien ce qui va se passer si vous appuyez sur l'interrupteur. La lumière va s'allumer ou s'éteindre. Donc là, on est dans le simple. Comment on réagit à ce genre de complexité de problème? Finalement, c'est sentir, observer. Hein. On regarde la pièce, on voit l'interrupteur. On catégorise. Est-ce que je suis dans une pièce pour allumer une lumière ou allumer une voiture? Ce n'est pas la même chose. Et ensuite, on agit pour justement imprimer cette cause, pour avoir l'effet escompté. Le deuxième domaine, c'est le domaine du compliqué. Là, les relations de cause à effet, elles sont relativement complexes, elles sont invisibles, mais elles sont stables. Pensez à votre chaudière. Quand vous n'avez plus d'eau chaude, vous êtes incapable de savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, vous faites appel à un expert. Cet expert, il s'appelle le plombier. Lui, il va venir, il va observer, sentir, toucher les tuyaux, il va catégoriser et ensuite seulement, il va répondre à la problématique. Le troisième domaine, c'est le complexe. C'est encore plus compliqué que le compliqué. C'est qu'en fait, non seulement les relations de cause à effet sont invisibles, mais en plus, elles sont instables. Pensez à la première fois que vous avez fait connaissance avec un LLM. Vous avez tenté un prompt, il a foiré, ça n'a pas donné la bonne réponse. Vous avez itéré, vous avez augmenté un petit peu le prompt, le préciser de plus en plus, pour mieux comprendre comment il fonctionne. Donc là, on est typiquement dans le domaine complexe. Comment on réagit à ce type de problématique, finalement? C'est on va sonder, donc on va faire des expériences dessus. Ensuite, on va observer les résultats de ces expériences. Et ensuite, seulement, on prendra une décision. Le avant-dernier domaine, c'est le chaotique. Là, on est sur de l'incident de prod. Vos caisses, elles sont en panne. Vous savez que ça va durer une semaine. C'est peut-être pas le moment de savoir ah tiens, est-ce que je vais mettre en place une liaison satellite, etc. Non, là, le but, c'est de reprendre le contrôle tout de suite. Pensez à votre poêle qui s'est enflammée. Votre boulot, c'est pas de savoir tout de suite là pourquoi elle s'est enflammée. Vous voulez l'éteindre. Donc là, on est dans la reprise de contrôle. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est on agit tout de suite et ensuite seulement, on améliore le process. Et ensuite, il y a le désordre qui est en plein milieu, c'est quand vous n'avez pas encore catégorisé le problème. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas dire si vous vous trouvez dans telle ou telle situation. Apporter une réponse là, maintenant, ce serait forcément, il y aurait forcément des chances que ça ne convienne pas du tout à votre problème. En fait, dans le domaine simple, on se rend compte que c'est peut-être pas utile d'écrire un ADR. En tout cas, c'est ce qu'on pense avec Nico, c'est qu'il y a 2 domaines dans lesquels c'est pas très utile d'écrire un ADR. C'est que là, on est dans les best practices, la gouvernance, les standards. Vous avez une documentation, tout le monde sait le lien de cause à effet, on applique la bonne recette, quoi, finalement. Ensuite, il y a le domaine chaotique, et je vous l'ai dit, c'est de l'urgence. Donc finalement, une bonne communication, ça suffira. Et puis de toute façon, la décision que vous avez prise aujourd'hui, elle sera plus bonne peut-être demain ou après-demain. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de partir dans un process de décision hyper compliqué? J'en suis pas sûr. Donc ce qu'on pense, en fait, c'est que les ADR, en fait, ils apportent énormément de valeur dans les 2 domaines compliqués et complexes. Ils ne vont pas avoir la même forme, parce que comme je vous l'ai dit, dans un cas, on va plutôt faire des expérimentations et se nourrir de ces expérimentations. Dans l'autre cas, on va faire appel à des experts. Ce que je vous propose pour la suite, c'est de rester dans le domaine du compliqué, parce qu'on va vous proposer un process qui va être adapté dans ce contexte-là. Voilà. Donc là, effectivement, on a un process. Enfin, on sait dans quel cas on est. On a bien vu que les 2 modèles mentaux nous aidaient à réfléchir aux situations où on avait besoin d'ADR. Et ben on y va, on va essayer d'en construire un ensemble. Ok. Le process qu'on vous propose, c'est celui-là. Alors, je ne vais pas le détailler tout de suite, parce qu'en fait, c'est le but des prochaines minutes. Ça, ce n'est pas un sommaire d'un document d'ADR. Ça, c'est vraiment un process. D'accord ? On va essayer de dérouler ensemble les étapes et de vous montrer à chaque fois pourquoi elles sont importantes. Donc, un process, moi, je ne le mets pas dans des listes à puces. Je le mets dans un chemin de fer, enfin, dans un chemin. Et comme ça, c'est un peu mieux, non ? Ouais. Et pour parcourir ce processus, je vous propose de repartir de l'exemple que Nico était en train de discuter avec son collègue plutôt d'être à l'heure. On va repartir de l'exemple du choix de la base de données, de ce que j'ai compris. Hein. C'est ça. Ok, donc finalement, c'était quoi? Enfin là, l'objectif tout de suite,
à cette étape-là, finalement, c'est de poser la question. Quel est le problème qu'on souhaite résoudre? C'est quoi la capacité qu'on veut voir supportée par le système? Finalement, c'est quoi le besoin? Donc, c'était quoi le besoin de ton dev là? Alors mon développeur, il voulait stocker des données, il avait besoin d'une base de données. Ouais, alors je ne sais pas si c'est suffisant. En fait, il faut surtout spécifier, préciser dans quel usage. Parce que tu te rends bien compte que si je veux faire des représentations graphiques, etc., si je veux faire des relations type réseaux sociaux, ou si je veux faire de l'agrégation de données, on ne va pas mettre la même base de données. Donc, est-ce que tu sais préciser un petit peu c'est quoi les informations, dans quel but et avec quels usages finalement? Oui. Alors ce qu'on veut stocker, c'est des indicateurs de popularité de librairies de code. Ok, donc ta question c'est comment on va faire? Exactement. Ok. Ouais. Non, rien. Ok, bon, bah, si tu veux pas intervenir, tu interviendras après. Donc là, on a une question, mais on manque cruellement de contexte, parce que finalement, cette même question posée dans différentes entreprises vont peut-être pas donner lieu à la même réponse. Sinon, le monde serait trop simple et on ne serait pas là en train de se partager des expériences. Ok. Alors qu'est-ce qu'on entend par contexte? Alors le contexte, c'est tout ce qui va influencer finalement la décision, tout ce qui va le contraindre, mais qui n'est pas une décision en soi. Comme une synchronisation nocturne, là on a déjà réfléchi à un problème et c'était la décision. Donc ça, c'est pas le genre de choses qu'on veut voir apparaître dans le contexte. Donc c'est l'ensemble des choses on ne peut pas changer, il faut faire avec de toute façon. C'est le contexte dans lequel on évolue. Et naturellement, on va essayer de les traiter dans cet ordre-là, on verra un tout petit peu après pourquoi dans cet ordre. Donc le premier élément qu'on trouve dans le contexte, c'est évidemment les besoins fonctionnels. De quoi on a besoin? Enfin, le système répond à un usage, on l'a vu tout à l'heure quand on parlait d'ACED, il répond à un besoin qui a été exprimé par le contexte de l'entreprise et le design. Et en fait, on va mettre dans notre ADR les besoins fonctionnels auxquels l'ADR est censé répondre. C'est important. Ok. Le deuxième point, finalement, c'est l'exigence non fonctionnelle. Vous entendrez sûrement parler de NFR, Non-Functional Requirement. C'est la même chose, c'est exactement ça. C'est les limites mesurables dans lesquelles il faut rester quand on apporte une réponse à une problématique. Ça peut être des temps de réponse, ça peut être des temps de calcul, ça peut être des délais dans lesquels on estime acceptable d'avoir de l'eventual consistency, donc une incohérence de données à deux endroits différents du système. Tout ça, c'est de l'exigence non fonctionnelle. Ces exigences non fonctionnelles, vous allez essayer à chaque fois que c'est possible de les associer à un volume, d'accord, à une quantité. Si par exemple, là on parlait de nos indicateurs, il y a peut-être un nombre d'indicateurs qu'on veut stocker. Il y a peut-être un temps de réponse qu'on veut avoir. Chacun de ces indicateurs, chacun de ces éléments, qu'ils soient fonctionnels ou techniques, s'ils sont mesurables, vous les notez dans votre ADR. C'est ça qui va vous permettre de contraindre la décision le plus efficacement. En revanche, ce dont vous n'avez pas besoin dans votre ADR, c'est des chiffres précis. Vous n'avez pas besoin de dire j'ai 1547 utilisateurs, par exemple. Ce dont vous avez besoin, c'est de l'ordre de grandeur. Parce que un collègue le disait souvent, et toi-même tu le dis assez régulièrement, la différence entre 1000 et 10 000, c'est à peu près 10 000. Hein. Vous n'avez pas besoin des deuxièmes chiffres, d'accord? Vous avez vraiment besoin du nombre de zéros. Ensuite, on va explorer les contraintes de l'écosystème. Donc une contrainte, c'est quelque chose avec lequel vous êtes obligé de composer. Vous ne pouvez pas le contourner, c'est impossible. Dans ces contraintes, on peut trouver des contraintes réglementaires, donc législatives. La RGPD, c'est l'une de celles que vous connaissez le plus. Celle-là, vous ne pouvez pas y déroger, ou alors vous prenez une belle amende. Donc il faut la prendre en compte dans les contraintes. D'autres contraintes peuvent arriver de l'entreprise elle-même, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est tech radar, auditabilité, etc. Ce sont des contraintes qu'on vous impose des fois quand vous construisez des systèmes au sein d'une entreprise. Et ensuite, il y a les contraintes plutôt contractuelles. Un éditeur a été banni, on ne va pas chez cet éditeur-là parce qu'on n'a pas contractualisé. Il ne faut pas hésiter à ratisser large. Ici, le mot écosystème, il est intentionnel. C'est qu'il faut vraiment ratisser large. Tout ce que vous voulez creuser, qui potentiellement influence la décision, il faut aller la chercher. Mais il faut vraiment se cantonner à ce qui influence la décision. Il ne faut pas essayer d'aller en mettre beaucoup plus. Le dernier élément, c'est les principes de l'équipe. Donc la différence entre les contraintes et les principes, c'est que les contraintes, effectivement, comme le dit Logan, vous n'avez pas le choix. Les principes, c'est des choses que vous avez choisies et que vous considérez comme importantes. Un exemple typique, ça va être une équipe qui dit « nous, on préfère faire du Spring ». Ils ont fait le choix en interne et
il y a plein d'autres solutions qui leur apportent les capacités de développer des applications, mais ils trouvent que pour eux, c'est important que l'ensemble des composants soient développés avec Spring. Un autre très bon exemple qu'on trouve assez régulièrement, c'est notre logiciel fonctionne exclusivement de manière asynchrone. En vrai, ils peuvent faire du synchrone en cas de besoin, mais ils vont dire on préfère de l'asynchrone plutôt que du synchrone. Et je vous en ai rajouté un petit dernier. Finalement, c'est les décisions précédentes. Je trouve que c'est un outil, on ne le trouve pas partout, hein, et même dans la littérature, je ne suis pas sûr qu'on le trouve. Ce que je trouve intéressant dans le fait de mettre cette information dans vos ADR, c'est que finalement, vous allez réussir à reconstruire une chaîne d'impact décisionnel. C'est-à-dire que si un jour vous revenez sur une décision qui a eu lieu il y a 1 an, ben finalement, l'impact, il y a ce qu'on appelle le blast point, hein, enfin, c'est le rayon d'impact finalement d'une décision. Si vous revenez dessus, vous avez peut-être envie de savoir quelles décisions sont à réévaluer. Je ne dis pas de les invalider tout de suite, mais au moins d'y jeter un œil pour savoir si la décision que vous venez de changer, elle n'a pas un impact sur un reste de décision. Et si on va encore plus loin, si on utilise certains outils de documentation comme Obsidian, bah finalement, on peut réussir à faire une représentation graphique des liens qu'il peut y avoir entre les différentes décisions d'architecture. Donc l'intérêt de creuser finalement le contexte, c'est aussi de prendre un peu de recul sur la classification des domaines Cynefin. Parce que plus vous allez creuser le contexte, plus potentiellement vous allez vous rendre compte que vous basculez dans le complexe ou le chaotique. Et c'est pour ça qu'on conseille, autant que possible, de donner des indicateurs qui sont mesurables. Parce que si vous n'arrivez pas à anticiper ce que vous allez mesurer, finalement, le lien de cause à effet disparaît. Donc on rebascule potentiellement dans le complexe. Ok. Ça, dans notre exemple, ça se matérialise comment ? Ce qu'on fait, c'est qu'on fait une application qui va stocker des indicateurs de popularité de librairies. Les indicateurs, ça peut être le nombre de téléchargements, le nombre d'étoiles GitHub, pensez à n'importe quelle mesure de popularité, ça rentre là-dedans. Ces indicateurs de popularité, on va vouloir les comparer par librairie et par date, histoire d'avoir des courbes comparatives intéressantes. Ce que j'ai comme exigence non fonctionnelle, je sais que je vais avoir 15 000 indicateurs stockés. Ces indicateurs, je vais les récupérer par API. Et je vais faire de la recherche par nom de librairie. Dans les contraintes de l'écosystème, on sait que ça va être déployé la semaine prochaine, comme n'importe quelle application moderne. C'est pas que ça va, c'est qu'il faut. Il faut. Là, il faut. Moi, j'ai intégré le « il faut » comme « ça va ». Et finalement, dans les principes de l'équipe, il y a d'abord le fait que notre équipe respecte les 12-factor applications parce qu'on est dans le monde moderne et que c'est intéressant. Et puis aussi le fait que, comme on va faire de la transformation de données sur l'ensemble de ces indicateurs, on va utiliser les Enterprise Integration Patterns, histoire d'écrire du code et de maîtriser la complexité. Ok, moi j'ai un petit doute sur la récupération par API. Je ne suis pas sûr que ça va vraiment influencer ton choix de stockage. Ok, donc on l'enlève ? Allez, on l'enlève. Quand vous allez faire vos premiers ADR, vos premières architecture decision record, vous risquez de tomber assez vite à sec et de ne pas savoir où aller chercher l'information ou savoir juger est-ce que cette information va influencer ma décision ou pas. À ce moment-là, pas de panique, c'est pas grave. En fait, vous allez y retourner au fur et à mesure du processus. À un moment, vous allez explorer une alternative et vous vous rendre compte, tiens, j'ai une question, et si cette information-là, si cette question elle a une réponse différente, ça va peut-être modifier un petit peu la réflexion autour de cette alternative. Donc, on va y revenir tout au long du processus. Ok, donc du coup, maintenant, on peut décider. Pas tout à fait, regarde, la frise n'avait pas rempli. On a dit qu'on allait suivre peut-être un process expérimental, scientifique, etc. Donc ce que je te propose, finalement, c'est d'explorer d'autres alternatives et de faire peut-être des hypothèses en passant. C'est la partie que j'affectionne moi le plus, parce que j'adore résoudre des problèmes, j'adore résoudre des casse-têtes, et je trouve qu'il y a un aspect un peu créatif à ce moment-là. Donc il faut imaginer des solutions qui vont rentrer justement dans le contexte pour répondre aux problèmes. Et pour ça, on va utiliser une technique de l'entonnoir pour ne lister que les alternatives qui correspondent au contexte qu'on a fixé, et en tout cas au problème aussi à résoudre. Donc la méthode de l'entonnoir, c'est on prend une alternative et on lui fait descendre les questions jusqu'à ce qu'on réponde non. Donc est-ce que ça répond aux exigences fonctionnelles, aux non fonctionnelles, aux contraintes? Ah, ça ne correspond pas aux contraintes, on l'enlève. Une des alternatives qu'on creuse pas assez souvent, à mon goût, c'est ne rien faire. Ne rien faire est toujours une option. Vous avez un problème qui vous coûte de l'argent, peut-être qu'en fait résoudre ce problème va vous coûter plus d'argent encore que ce que vous souhaitez économiser ou ce que vous perdez. Cette alternative, je l'aime bien parce qu'en fait elle met en avant tous les risques à ne pas faire
souvent on évalue les risques à faire, qu'est-ce que je risque en faisant ça, 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 mais on n'évalue pas ce qui est les risques à ne pas faire. Et l'intérêt, du coup, c'est de n'explorer que les alternatives qui ont du sens. Donc si on reprend l'exemple de ton besoin de stocker de l'information, enfin en tout cas de ton développeur, tu explorerais à peu près quoi comme alternative? Ok. Alors, l'avantage, c'est que cette question-là, on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, donc cette question-là, elle est déjà raisonnablement éclaircie. C'est-à-dire qu'il y a un super diagramme de décision qui existe sur Internet, je vous encourage à l'utiliser. Selon le type de données que vous avez et le type d'accès que vous faites, il y a la possibilité de restreindre très très vite le choix. Parce que des systèmes de stockage de données, je ne sais pas si tu sais, mais il y en a un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Et donc, bon, quand je regarde ça, je me dis que pour l'application de mon développeur, ce qui va être intéressant potentiellement, c'est Postgre, parce que Postgre, c'est toujours un choix. D'accord ? Il y a Mongo, parce que en fait, je me rends compte que potentiellement, je peux faire un document avec mes bibliothèques et puis ensuite mettre l'ensemble des indicateurs dedans. J'ai aussi mis le choix ne rien faire, parce que tu m'as dit qu'il fallait le prendre en compte. Et puis finalement, dans les solutions que j'ai choisies, j'ai aussi mis BigQuery. Parce qu'en fait, dans ce projet, ça va être hyper intéressant d'avoir une base de données sans conteneur à déployer. Pourquoi sans conteneur? Bon, ça ressemble un peu à un principe ou une contrainte, là, ce que tu es en train de me raconter. Pourquoi pas de conteneur? Parce qu'en fait, l'équipe du projet, c'est le développeur. Il n'a pas d'ops. Okay. Et il n'a pas envie de gérer une machine avec une base de données et des backups à faire et des droits à gérer et des mises à jour à faire, etc. Ok, donc on rajoute ça au contexte. Allez. Donc c'est ce que je vous disais, le contexte, vous allez l'enrichir au fur et à mesure. C'est un processus itératif finalement. Donc on va revenir aux alternatives, parce que finalement si tu ne fais pas de conteneur, on pourrait faire du even, donc ça ne change pas fondamentalement la liste des alternatives. Donc on va pouvoir continuer en précisant qu'en fait on va aller chez Even. Ok, ça marche. Donc là maintenant j'ai mes alternatives, je peux choisir, je peux lui dire sur quoi il part. Pas tout à fait. En fait ce qu'on va essayer de faire là maintenant, je pense qu'il faudrait évaluer l'adéquation de manière relativement objective entre une alternative et le contexte et les besoins. Donc, si tu as un exemple, si tu as une proposition à faire sur comment est-ce que tu pourrais évaluer l'adéquation de tes alternatives, je suis à l'écoute. Ok, ça marche. L'un des trucs qu'on a un peu oublié tout à l'heure, c'est le fait que le processus qu'on vous propose, on essaye de le baser autant que possible sur la méthode expérimentale. D'accord ? La méthode expérimentale, c'est la base de la science moderne. On a une théorie qu'on vérifie avec une expérience qui nous permet d'affiner la théorie. Et c'est un processus itératif, c'est ce que disait Logan tout à l'heure. Donc en fait, pour tester, il faut réaliser des expériences qui vont nous aider à comprendre dans quelle mesure les alternatives correspondent à la question qu'on a posée en début de processus d'ADR. Il y a plusieurs choses importantes. Ces expériences, il faut qu'elles soient reproductibles. D'accord ? Le fait de dire je démarre le truc sur ma machine et puis j'écris dans le document c'est bon, ça marche, et puis l'expérience disparaît, en fait, ça ne va pas aider les gens à comprendre pourquoi vous avez pris la décision. Et surtout, il faut aussi s'intéresser uniquement au fait que l'alternative réponde à la question. Là, on ne va pas prendre un Postgre ou un Mongo pour tester leur capacité à se répliquer à l'infini, par exemple. Ce n'est pas notre cas. Ok, tu nous expliques dans le contexte de ton cas ? Ok, donc dans mon cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de stocker les 15 000 librairies avec l'ensemble de ces indicateurs sur les différents systèmes, et puis on va voir ce qui se passe. Pour voir ce qui se passe, une fois qu'on aura mis tous nos indicateurs pour les librairies, on va essayer de récupérer la valeur des indicateurs pour React et pour Angular, parce que ça paraît des exemples sympas, ça paraît tout à fait intéressant. Le truc, c'est qu'en fait, quand on a commencé à bosser sur cette expérience, on a contacté la DSI en disant voilà, on a besoin de déployer un Postgre chez Even, il n'y a pas de problème. Et elle a dit non. Pourquoi non ? Parce qu'on n'est pas client Even, donc on fait que du Google, nous. Ah. Ouais. Là, on a pris un +4. Et du coup, en fait, on s'est retrouvé à, au lieu d'avoir 3 alternatives parmi lesquelles choisir, avoir une seule alternative parmi laquelle choisir. Et en fait, ça, c'est super bien. Parce qu'en fait, la meilleure décision d'architecture, celle qui va être la plus facile à prendre, c'est celle où en fait, il y a un seul candidat qui match. Si vous arrivez à concevoir des expériences suffisamment claires, suffisamment nombreuses, vous pouvez réussir à faire en sorte de n'avoir
une seule alternative qui réponde à l'ensemble de vos expériences. Et dans ce cas-là, choisir parmi un, on vient de le montrer, c'est le truc le plus facile à faire. Et en plus, ça a un avantage énorme. C'est que quand vous choisissez parmi un, votre décision, elle n'est pas basée sur l'opinion de un tel, une telle, elle est basée sur des faits. D'accord ? Il n'y a pas, littéralement, vous n'avez pas le choix, vous êtes content. Et ça va être possible uniquement si vous arrivez à enrichir suffisamment votre contexte, en posant les bonnes questions, en évaluant correctement les alternatives, en construisant correctement vos expériences. Mais malheureusement, la plupart du temps, je ne sais pas si tu as remarqué, on n'est pas dans le cas où on se retrouve avec une seule alternative et on est content, on a gagné. On se retrouve dans le cas où, en fait, il y a 2 ou 3 solutions qui collent. Dans le cas où on a plusieurs solutions qui collent, il y a généralement la méthode de on met toute l'équipe dans la même salle et puis c'est l'hypo, quoi. C'est celui qui a le plus gros salaire qui décide. Ça n'est pas une bonne méthode de décision, sachez-le. Si vous connaissez la chaîne Fulloscopy, ça vous parle ? Une chaîne YouTube. Il a fait une expérience il n'y a pas longtemps sur les dilemmes moraux, vous savez, le dilemme du tramway, en essayant de le faire résoudre pas par une personne, mais par des groupes de personnes. Et en fait, ce qu'il expliquait, c'est que dans ce genre de situation, une méthode de décision qui marche extrêmement bien, c'est la méthode de Delphes. Alors, je vous l'explique en 2 minutes. La méthode de Delphes, c'est pas si compliqué. Vous prenez votre groupe de votants, enfin votre groupe d'experts qui ont bien compris le problème, vous les réunissez et vous leur faites voter sur la meilleure solution. Au début, vous vous dites, c'est de la démocratie, c'est cool, ça marche bien. La nuance, en fait, c'est que une fois que vous aurez fait un premier tour de vote, vous allez avoir sans doute une majorité pour une solution et une minorité pour une autre solution. D'accord ? Et la magie de la méthode de Delphes, c'est qu'une fois que vous avez fait votre premier tour de vote, vous demandez aux gens qui sont dans la minorité, aux gens qui ne sont pas d'accord avec la décision, d'expliquer ce qu'il faudrait modifier dans la solution proposée pour obtenir leur vote. De cette manière-là, vous arrivez à faire plusieurs choses. D'abord, vous arrivez à créer un consensus dans votre équipe, et ça, c'est bien. Ensuite, les opinions de cette minorité de gens qui ne sont pas d'accord vont venir enrichir encore une fois votre contexte. Les gens qui disent « je pense que ce n'est pas la meilleure solution pour telle raison », cette objection-là, elle mérite vraiment d'être notée. Surtout, ce qui va mériter d'être noté, c'est à la fois la remarque, l'objection, et puis la manière dont l'équipe va l'intégrer à sa décision finale. À partir de là, vous aurez une décision qui sera extrêmement propre. L'ensemble des membres de votre équipe seront d'accord, l'ensemble des objections et des évolutions auraient été prises en compte, et vous aurez vraiment un consensus sur la meilleure solution pour répondre à votre question. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée d'animer ce genre de séance, demandez à vos agilistes préférés, ils seront super contents. Donc maintenant, on a une décision. On pensait qu'on avait le choix dans notre cas, et en fait, on l'a découvert pendant la discussion, on n'avait pas le choix, il y a une seule solution, c'est BigQuery. C'est ça, c'est ce que disait Simon Brown finalement, c'est que quand plus le contexte est contraint, plus la décision va devenir facile de toute façon. Donc, par contre là, dans ton exemple, tu me parles de BigQuery, c'est vendor locking Google, je suis sûr qu'il y a d'autres solutions qui ne sont pas chez Google, pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas été évaluées, explorées, AWS, OVH, Scaleway, tout ça Alors effectivement, c'était aussi dans le diagramme de décision de base de données. En fait, quand j'ai discuté avec la DSI, il m'a dit on est client Google, on n'est pas client AWS. Donc là, c'est encore des contraintes que je n'ai pas explicitées. C'est encore des choses, vous voyez qu'on est au moment de la décision, on ajoute encore des informations dans le contexte. Ça continue à être utile de l'enrichir, hein. C'est toujours des choses qui sont implicites et qu'on va rendre explicites. Ok, du coup, je pense qu'on a assez d'informations pour prendre une décision. Vas-y, prends ta décision, ou en tout cas aide ton développeur à la prendre. Ok. Alors en fait, on peut être tenté de dire c'est l'alternative 1 qui a gagné, que dans notre cas, on choisit BigQuery. Mais en vrai, ce n'est pas une bonne façon de noter la décision. Ce qui est important, ce n'est pas de dire on a choisi BigQuery. Ce qui est important, c'est de dire on a choisi BigQuery parce qu'il correspond à des contraintes qu'on a explicitées. D'accord ? Vous ne pouvez pas vous contenter de dire c'est l'alternative 1. Vous devez vraiment dire dans votre décision on est dans un contexte, et eu égard au contexte, l'alternative qu'on a choisie comme solution correspond le mieux. Du coup, dans notre cas, vous voyez que le texte de la décision, il est un tout petit peu plus long, quoi. On l'a bien rappelé. Donc ici, on va fournir le bon niveau de performance
qui est attendu par les métiers. Et pour respecter les contraintes d'hébergement définies par la DSI, les indicateurs vont être stockés dans le Google BigQuery, hébergés dans une région bas carbone. Encore un élément qu'on n'a pas exploré jusque-là. Encore un élément qu'on n'avait pas exploré. Bien, on a pris la décision, le boulot n'est pas fini, parce que maintenant, il va falloir se préparer aux conséquences. Ici, dans les conséquences, on ne va pas chercher à justifier son choix, mais uniquement à rendre explicite les coûts, les dettes, les gains, les renoncements qu'on va accepter justement en prenant cette décision. Donc, comme on dit souvent, choisir, se renoncer, les ADR rendent cet adage encore plus vrai que jamais. Donc ici, autant que possible, on va essayer d'aller en chercher plus de 3, justement pour dépasser les évidences. Parce que souvent, on a des évidences, on a des conséquences évidentes et il faut aller creuser plus loin que celle-là. Dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est évaluer la quantité de changement. Et quand je parle de quantité de changement, je ne parle pas de coûts ni de chiffres, mais plus de caractériser qu'est-ce qui va devoir être fait pour atteindre l'objectif de suite à cette décision. J'ai acheté une voiture, quantité de changement, trouver une place de parking, peut-être faire un garage, etc. Ça, c'est la quantité de changement qu'il faut opérer. Il y a les conséquences positives, mais il y a aussi les conséquences négatives. La conséquence positive, c'est ce que ça va vous apporter finalement et les opportunités que ça va vous ouvrir. J'ai décidé d'acheter une voiture, je suis plus libre, je vais peut-être pouvoir trouver du travail plus facilement, par exemple. Les conséquences négatives, c'est les portes qu'on se ferme. Qu'est-ce qui devient impossible finalement? L'impact coût et l'impact coût à défaire aussi des fois. Et la contraction d'une dette. J'ai décidé d'acheter une voiture. Conséquence négative, je vais devoir contracter un crédit, je vais devoir payer une assurance, je vais devoir payer de l'essence, etc., etc. Donc finalement, est-ce qu'on a un exemple avec... Ah oui, bien sûr, on a un exemple. Dans notre cas, ce qu'on sait, c'est que en fait, les données elles vont être accessibles pour d'autres usages si on les stocke dans BigQuery. Donc ça, c'est intéressant. On peut développer d'autres applications qui vont venir taper dans la même base de données. Bon, ça dépendra des contraintes d'architecture, mais ça peut bien marcher. En plus, on va être capable, en utilisant BigQuery, d'associer notre dataset interne à des datasets publics. Par exemple, il y a un dataset GitHub, il y a un dataset... alors, non, il n'y a plus de dataset Stack Overflow, mais il y a différents datasets qui vont nous permettre d'augmenter encore l'intérêt des données. On gagne une élasticité incroyable. On est hyper content. BigQuery, ça scale à l'infini. Et puis, on peut même utiliser Data Studio pour créer facilement des visualisations. Donc en fait, on peut accélérer incroyablement notre capacité à créer des POC, à créer des maquettes d'interface avec les données réelles, et ça, c'est quand même sacrément cool. Dans les conséquences négatives, en fait, on va payer à chaque fois. On va payer tout ce qu'on stocke, et on va payer chacun de nos accès. C'est pas super cool. En plus, on est devenu vraiment vendor locké. On est vraiment devenu dépendant d'un acteur du cloud. On n'est pas sur un Postgre, enfin littéralement, BigQuery, c'est pas tout à fait du SQL. Hein. Le SQL, il est proche du standard, mais il n'est pas complètement standard. Et puis finalement, en fait, à chaque fois qu'on va faire une expérience sur nos données, à chaque fois qu'on va tenter une nouvelle visualisation, un nouveau type de comparaison, etc., cette expérience, elle va tout de suite coûter du pognon, quoi. Il n'y a pas moyen de tester, comme sur la machine d'un développeur, facilement. Ok, du coup on a une décision, on s'est préparé aux conséquences, on connaît tous les tenants aboutissants. Maintenant il va falloir transmettre cette information à qui le souhaite. Du coup, ça c'est le format de l'artefact documentaire architecture decision record. Donc vous voyez que c'est un petit peu différent du processus qu'on a suivi. Donc ça se constitue d'un titre. Globalement c'est soit la question en plus court, soit la décision finale en plus court. Ensuite, il y a les différents statuts. On n'en met pas qu'un pour avoir un petit peu d'historique, surtout dans le cas d'un document qui devient obsolète, enfin une décision qui devient obsolète. On va afficher la décision. Et ensuite, si on veut creuser, finalement, le contexte, les alternatives étudiées et les conséquences. Donc un petit peu tout ce qu'on a construit pendant tout notre processus de décision. Mais du coup, en fait, on a fait tout ce processus pour avoir une décision et on la met en haut, la décision. Ouais, alors c'est un confort de lecture, finalement, parce que quand quelqu'un veut explorer votre documentation, il n'a peut-être pas envie de se payer 30 pages avec toutes les expériences qui ont pu être menées pour finalement atterrir sur une décision qui a été très contrainte par le contexte, finalement, sur on finit par BigQuery.
Donc ça donne l'opportunité au lecteur finalement de creuser, mais il peut se contenter des 3 premiers paragraphes. Il y a certains templates d'ADR qui vont ajouter à ça, par exemple, la liste des contributeurs, avec le rôle qu'ils ont joué pendant le processus. Ça, c'est ce qu'on considère être finalement le minimum syndical pour transmettre l'information, pour documenter la décision. Et qu'est-ce qu'on gagne avec ça? Alors, on ne va pas gagner ça qu'avec l'ADR, mais aussi avec tout le processus. On va gagner de la transparence, parce que finalement, on va être très transparent sur pourquoi est-ce qu'on a fait certains choix, qu'est-ce qui nous empêche d'aller dans certaines directions, etc. Ça peut tracer aussi tout le process qui a eu lieu. Donc il y a de la transparence dans les arbitrages, et je ne parle pas de décision, c'est vraiment d'arbitrage. Tiens, celle-là, on a décidé de l'évincer. Ça permet d'être transparent sur tout ce qui est tenant-aboutissant. Donc tenant, c'est le besoin contexte, les aboutissants, les conséquences et la décision elle-même. Et ça permet aussi finalement de répondre à la question fatidique, mais pourquoi c'est comme ça? Qui a pris ce genre de décision et pourquoi ça a été fait comme ça? Ensuite, ça permet de gagner de l'alignement, parce que le processus en lui-même va faire intervenir des gens, des contributeurs, des experts, etc. Et l'objectif de tout ça, finalement, c'est d'aligner tout le monde dans une vision qui est relativement commune pour justement prendre la meilleure décision possible. Donc de l'alignement entre les personnes, entre le besoin et la réponse, dans la coordination, etc. Coordination des experts. Ensuite, on va y gagner de la contextualisation, parce que finalement, le monde est en perpétuel mouvement, et le fait de bien écrire le contexte dans lequel on a pris une décision, ça nous permet plus facilement d'y revenir quand un élément de contexte change. Et donc de comprendre quel impact ça peut avoir sur les décisions qu'on a déjà prises et est-ce qu'il faut en changer. Et le dernier rapport un peu de cette pratique, c'est de l'éclairage. Parce que finalement, on va communiquer à quel point la décision elle était éclairée, quelles étaient les zones d'ombre, les risques qui sont associés, est-ce qu'on les accepte ou on ne les accepte pas. Ce que je dis souvent, c'est que notre rôle, enfin moi c'est ce que je considère, c'est que notre rôle en tant qu'architecte, il n'est pas d'imposer ou de prendre des décisions, il est surtout là pour éclairer la route, pour que le conducteur, lui, puisse prendre la bonne décision, qu'il sache, lui, s'il va se prendre un fossé ou un arbre, et qu'il reste bien sur la route, et qu'il décide, lui, si ensuite il va partir à droite ou à gauche. Et désolé de casser un mythe, mais on ne facilite pas l'onboarding avec des ADR. Imaginez un produit qui a une durée de vie, enfin qui vit depuis 3 ans. Il a très probablement des dizaines de décisions, probablement une bonne partie qui sont obsolètes au fur et à mesure de la vie du produit. Et vraiment, pour s'y retrouver, c'est vraiment très très compliqué. Donc pour ça, pour ce point, on vous invite à aller regarder du côté de Diataxis. C'est un outil qui permet de catégoriser une documentation en fonction de son intention. Donc elle est rangée sur 2 axes, action ou cognition, et acquisition, application. Donc si vous voulez apprendre à faire quelque chose, vous êtes dans le tutoriel. Ok. Par contre, il y a des trucs qu'on gagne. Logan en a mentionné un certain nombre, mais il y a également quelque chose qu'on gagne sur la capacité à maîtriser l'entropie de notre système. C'est-à-dire que ce schéma-là qui vient du livre Architecture Modernisation, merci Alexandre pour la suggestion. En fait, il explique bien le mode d'évolution traditionnel de l'architecture d'un système informatique. Au début, vous avez fait un truc, c'est nickel, c'est super beau, tout est bien rangé. Il y a des nouveaux besoins métiers qui arrivent, il y a des nouveaux besoins techniques qui arrivent, et en fait, vous allez faire évoluer votre système. Vous allez faire évoluer votre système sans trop comprendre les situations dans lesquelles vous êtes. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est complexe? Est-ce que c'est chaotique? Et en fait, vous allez devoir... Enfin, ça va se dégrader. Normalement, avec les ADR, vous êtes capable de limiter cette dégradation, parce qu'à chaque fois que vous êtes dans une décision complexe ou compliquée, vous prenez le temps de faire une expérience. Et c'est des moments où en fait, vous êtes dans l'incertitude. D'ailleurs, en fait, littéralement, ce qu'on vous a montré dans la... je veux que tu avances. Littéralement, ce qu'on vous a montré, c'est que les 2 modèles qu'on a mis en place, ACED et Cunevin, vont vraiment vous aider. Le premier à définir s'il s'agit d'une décision d'architecture ou pas, et le deuxième, si cette décision d'architecture nécessite que vous reposiez sur ce processus d'ADR. Et là, nous, ce qu'on pense vraiment, c'est avec ça, vous êtes capable de limiter fortement la bureaucratie, au sens où vous allez faire des ADR au moment où vous êtes dans l'incertitude. Et au moment où vous êtes dans une incertitude qui peut nécessiter une décision éclairée. Donc finalement, on peut dire que les ADR, c'est un outil qui va permettre de limiter le nombre de what the fuck par seconde. Merci beaucoup.